Bien, bonjour, vous êtes sur le groupe Facebook des Européennes 2024 avec la liste Défendre les enfants. Je m'appelle Luc Jacob, je suis en Bretagne et donc j'ai animé plusieurs lives jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Chastan, qui est le président d'une association qui s'appelle Racines d'enfants, qui est colistier avec Gaël Cosmenier en tête de liste. Il va nous présenter son association et toute l'activité de son association et pourquoi il s'est engagé avec la liste. Donc, je te donne la parole à toi maintenant, Alexandre. Bonjour, merci Luc. Écoutez, oui, donc Alexandre Chastan, président de l'association Racines d'enfants. On est pour vous présenter la continuité d'un collectif qui s'appelait la Marche pour l'égalité parentale. C'est une marche qui a été parcourue par des marcheurs et marcheuses, donc qui étaient mixtes, 1200 km en 2021-2022, soit 800 en 2021 entre Marseille et Paris, qui avait beaucoup fonctionné médiatiquement, des contacts politiques et tout était assez. Il y avait eu beaucoup de visibilité. Après, en 2022, on est parti sur une marche donc de 500 km entre Paris et Strasbourg, toujours pareil, mixte, toujours dans le but de sensibiliser nos médias et politiques aux bienfaits de l'égalité parentale et des droits de l'enfant après la séparation. Après la deuxième marche, on a beaucoup réfléchi avec Damien Morand, qui était à l'initiative de la marche pour l'égalité parentale. Nous avons donc pas mal réfléchi et l'idée était quand même de donner une suite en créant donc cette association qui s'appelle Racines d'enfants. Association qui a pour but toujours de sensibiliser, de créer des manifestations. On fait des actions à travers des plantations d'arbres de la coparentalité également, de sorte à sensibiliser nos communes, nos maires, nos populations, à la fois les médias et les politiques. Au sein de l'association, on a des parents qui nous appellent, qui sont parfois en détresse, qui ne savent plus comment faire. Donc on fait du soutien et de l'écoute. On essaye d'informer au maximum de nos moyens. Voilà pour présenter l'ensemble un petit peu de l'association. Je ne vois pas plus de commentaires pour le moment. N'hésitez pas à poser vos questions. Et sachez une chose, c'est que l'association Racines d'enfants soutient la liste Défendre les enfants. Donc n'hésitez pas à... Je pense à Luc, n'hésitez pas, tu as l'affiche. D'accord. Alors, Racines d'enfants, je trouve que c'est un titre original pour une association. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez trouvé l'idée? Il y a l'histoire du logo, un arbre de vie, si j'ai bien compris. Est-ce que tu faisais partie de la réflexion pour trouver le nom de l'association? Explique-nous un petit peu la genèse de l'association. Alors, l'association, le nom et le logo a été beaucoup réfléchi par Damien à l'époque. Il avait plus de temps que moi sur ça. Moi, je reprenais le travail après la marche. Il fallait que j'envoie. Et donc, pourquoi ce nom Racines d'enfant? Parce que un enfant privé d'un parent, c'est un enfant amputé de la moitié des racines de son arbre généalogique. Quand un enfant est privé d'un parent, il est privé de ses grands-parents, de ses tontons, de ses tatis, cousins, cousines. Et donc, finalement, il lui manque une grosse partie de lui-même. Donc, on a décidé de rattacher donc Racines d'enfant à l'arbre, justement pour ce symbole-là, principalement. Et le logo, l'arbre? Ah oui, c'est l'arbre de vie. L'arbre, Et donc, quelles sont un petit peu les actions de l'association où vous accueillez les gens? Parce que j'imagine que tu as dû rencontrer, en t'affichant en tant que président de l'association, des personnes, des parents qui sont en difficulté, qui ont besoin d'une écoute, peut-être une aide. Alors, si j'avais bien compris, vous êtes surtout axé sur la coparentalité et sur les droits de l'enfant. Alors, comment est-ce que vous mettez ça concrètement en application? Comment mettre en application? C'est pas toujours facile. Il faut aussi que les deux parents y mettent du leur. C'est pas toujours facile. La coparentalité, c'est essayer de faire de la prévention autour de, comment dire, protéger l'enfant du conflit parental peut-être existant. Éviter d'inclure l'enfant dans le conflit. Souvent, les parents qui nous appellent sont un peu perdus et j'avoue que
Des fois, c'est bien de le rappeler, faire attention de ne pas inclure l'enfant dans tout ça et se rappeler que quoi qu'il en soit, le parent, sauf s'il a été violent, avéré, violent, le parent a été choisi. On ne pourra jamais enlever à l'enfant un parent dès lors qu'il n'y a pas de carence ou violence avérée. Donc nous, notre lutte, c'est vraiment rappeler l'esprit de la coparentalité, donc co-responsabilité parentale, le partage de la charge mentale, j'ai envie de dire, charge parentale. J'ai envie de dire aujourd'hui, les générations ont beaucoup évolué. On remonte à 20 ans en arrière, c'était pas pareil. Maintenant, si on peut dire, les papas sont beaucoup plus impliqués dans la vie familiale. Et lors des séparations, il faudrait que ça en soit autant, quelque part. Donc, d'où l'esprit de défendre la coparentalité pour le bien de l'enfant. Parce que toujours pareil, là, si je dois sortir des chiffres sur la résidence alternée, on sait qu'on est à 12% en France. On a des études et méta-études qui démontrent le bien-être pour l'enfant d'entretenir des relations régulières avec ses deux parents. Aujourd'hui, c'est pas appliqué. Il y a plein d'articles plein d'articles de loi qui démontrent que c'est bien pour l'enfant. Ce n'est pas appliqué. Et là est le but de notre combat. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est pas appliqué. On va dire que beaucoup la demandent pas. Oui, bon, bien sûr. Mais dans les retours que j'ai, des témoignages de parents qui m'ont dit, mais oui, mais moi, mes avocats ils me disent, il faut pas la demander. Bah oui, mais si on la demande pas, on n'a pas. Déjà, c'est certain. Donc il y a un gros manque d'information autour de la séparation parentale. Ça veut dire on n'est pas prêt. On sait même pas ce que c'est que d'être parent, mais on est encore moins prêt à la séparation parentale. Et il y a un gros manque de prévention, de sensibilisation, d'accompagnement, peut-être avec des éducateurs spécialisés et peut-être avec la médiation obligatoire, notamment. La médiation, c'est aujourd'hui, il faut le rappeler, dans la plupart des cas, si un des deux parents souhaite l'arrêter, il n'y a aucune suite possible. Enfin, et dans le principe de neutralité, l'association de médiation ou le groupe qui vous suit ne fera pas de document puisqu'il doit rester dans la neutralité. Donc, il n'y a aucun recours possible. Si le dialogue est fermé, il reste fermé dès lors qu'il n'y a pas d'autre jugement. Donc, il y a beaucoup de travail de ce côté-là, c'est certain. Donc, sensibilisation, prévention. On fait les plantations, c'est plus dire. Oui, dis-moi. Ouais, je regardais le site, là, j'ai cliqué un petit peu sur racineenfant.org. Alors, vous avez 3 objectifs. Il y a un, c'est établir la résidence alternée par défaut. Et justement, il y a des chiffres. Selon l'INSEE, il y a 4 millions d'enfants qui vivent avec des parents séparés, 480 000 qui vivent en résidence alternée, soit seulement 12%. Pourtant, la CIDE, donc c'est la Charte internationale des droits de l'enfant, ainsi que les méta-études démontrent l'importance pour l'enfant d'entretenir des relations régulières et équilibrées avec ses deux parents. Et donc, voilà. Et vous avez d'autres objectifs. Alors, je ne connais pas le site. La non-représentation. Le troisième, c'était les droits de l'enfant. Voilà. Oui. D'accord. Vas-y, je te laisse continuer. Mais pour revenir sur la résidence alternée et tout ça, il est vrai qu'aujourd'hui, donc on a un faible chiffre. Comme tu l'as dit, 4 millions d'enfants de parents séparés, seulement 480 000 en résidence alternée. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très logique en ce moment, dans le monde des affaires familiales, c'est la résidence classique. Qu'est-ce que la résidence classique aujourd'hui? C'est, entre guillemets, normalement quelque chose de classique. Mais si on regarde bien la résidence classique, c'est une résidence exclusive. Donc nous, notre but, c'est que la résidence alternée soit la résidence classique. Comment on peut se dire que l'enfant est en capacité de passer la moitié des vacances scolaires, c'est la résidence classique, avec les deux parents, donc moitié-moitié. Et pourquoi, en période scolaire, c'est pas possible? Ça voudrait dire qu'un parent est plus apte que l'autre à aider l'enfant au devoir le soir. C'est quelque chose de pas cohérent. Et donc, nous, notre principe, ça serait à la fois dans nos dialogues de bien rappeler que la résidence classique, ça n'a rien de classique du tout. C'est très exclusif. Et ça n'a rien de bon pour l'enfant, à mes yeux. Après, encore une fois, certains parents n'ont pas d'autres possibilités. Ça veut dire qu'ils ont le travail, ils ne peuvent pas faire autrement et ça leur va très bien.
Pour cela, c'est parfait. Ils se sont adaptés, il n'y a pas de problème. Mais si un des deux parents est demandeur, ça doit devenir, entre guillemets, la priorité. C'est voilà, sans l'imposer, et sauf cas de carence ou violence avérée. Pour la résidence alternée, c'est l'ensemble. Et ensuite, la deuxième lutte, c'est les non-représentations d'enfants. On en parle peu, souvent classées sans suite. Je vais rappeler le code de procédure pénale, le 227-5 de code pénal. C'est condamnable à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. C'est très souvent classé sans suite. La résolution 2079, qui date de 2015 du Conseil de l'Europe, rappelle l'importance pour l'enfant d'entretenir des relations avec ses deux parents, et l'article 5.8 de cette même résolution stipule que les non-représentations d'enfants doivent être condamnées. Quand on a été à Strasbourg le 28 décembre dernier, c'était aussi pour dénoncer ça, et ça n'a toujours pas évolué. Il y a quelque chose qui freine de ce côté-là, et ça revient assez souvent, c'est les dénonciations calomnieuses. Parce qu'il s'avère que, ben oui, selon les séparations, si c'est conflictuel, si un parent décide vraiment de couper le lien pour l'enfant avec l'autre parent, il va utiliser toutes les stratégies possibles. Et il s'avère qu'il y ait quand même parfois des dénonciations calomnieuses, classées sans suite. Pourtant, la dénonciation calomnieuse, c'est pareil. C'est l'article 226-10 du Code pénal. 5 ans de prison, 45 000 euros d'amende, la plupart classés sans suite. La présomption d'innocence également, au cas où. Juste comme ça, au passage, c'est l'article 9-1 du Code civil. Elle n'est pas respectée. À partir du moment qu'un parent est accusé, il est considéré comme coupable. En attendant, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que pendant que les parents sont dans cette situation, il y a un enfant qui est privé d'un parent, alors que c'est son lien d'attachement. S'il s'avère qu'il n'est pas violent, il n'a aucune raison d'être coupé de ce lien. Et c'est notre sens, c'est notre façon de défendre les non-représentations d'enfants. Ça me paraît un peu risqué parce que justement, si l'enfant est en danger, en fin de compte, avant qu'on sache s'il est danger ou pas en danger, il y a peut-être je sais pas, une sorte de précaution à avoir parce que comment savoir justement la vérité? La précaution, la vérité, ben, si c'est avéré, on ne peut pas, oui, c'est très subtil. La Oui. dénonciation, après, partir dans le principe de dénoncer, dans beaucoup de dossiers quand même, il y a des propos exagérés ou dénonciations calomnieuses qui freinent à des droits de garde, des droits de résidence alternée, hein, tout simplement. Juste Après, je suis conscient qu'il existe des vrais cas avérés, et dans ce cas-là, bien sûr, ça doit être condamné. Tout ce qui est inceste et tout ce qui est violence physique, hein, et mentale, psychologique, parce que l'air de rien, l'exclusion parentale, c'est quand même une violence psychologique. Mais oui, il y a de tout, de toute façon. Mais le principe, c'est quand même de protéger nos enfants. Nous, autour des dossiers qu'on a, on découvre qu'il y a beaucoup de instrumentalisation des dossiers judiciaires, si tu veux, en utilisant justement des principes calomnieux, exagérés, et qui déstabilisent et donnent une crédibilité ou décrédibilisent un des deux parents. Ça peut être très compliqué. Voilà. Alors, on a un commentaire, si on commence à avoir quelques auditeurs. Donc, on a Tanguy Legrand, et je crois qu'il est assez proche de la liste. Je me demande même s'il n'est pas colistier. Et il dit que bravo, l'enfant est en danger par le délit de non-représentation. Sinon, il y a des procédures d'urgence sur des faits avérés et imminents. Sinon, je vois aussi que vous abordez sur le site l'éloignement géographique volontaire. Tout à fait. Alors, l'éloignement. Tout à fait. L'éloignement géographique volontaire, on en parle très peu. Mais c'est vrai que c'est aussi un stratagème pour rompre le lien entre l'enfant et le parent. Et on en voit pas mal qui sont, comment dire, impuissants. Impuissants. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on quitte, même c'est par territoire, je crois que c'est assez compliqué. Si on part dans le sud ou dans le nord de la France avec les procédures, ça peut vite compliquer les choses, mais encore pire avec les pays étrangers notamment. Je ne sais plus quel papa il n'y a pas longtemps, il a ses enfants, il est parti à 4000, enfin, ils sont partis à 4000 km, et ben, il n'a pas grand recours. Je pense aussi à d'autres papas
je ne citerai pas de nom. Mais oui, les éloignements géographiques, je n'ai pas l'article là sous les mains, mais normalement, ça doit être condamné. Il doit y avoir un mois. On doit être prévenu un mois après le départ de l'enfant, ce qui est très bizarre. On a un mois de latence. Bref, il y a beaucoup de situations où c'est une stratégie pour éloigner. Et malgré le fait de dire que pour valider un éloignement géographique volontaire, il faut une raison professionnelle, normalement, ou peut-être familiale, entre guillemets. Mais normalement, il faut une raison. Et pour certains cas, même sans raison professionnelle, ça suffit pour éloigner l'enfant, hein, sans recours. Donc, c'est une revendication également. Alors, il y a Rafou Papache, mais je crois que vous connaissez, si je ne me trompe pas, qui dit, est-ce que tu aurais des exemples d'allégations? D'allégations à quel sujet? On a parlé un petit peu d'instrumentalisation sur le fait qu'on retirait un peu trop vite les enfants sur des déclarations calomnieuses. Des exemples ici, non. Des exemples dans Non. les gens, les parents que je peux suivre ou les dossiers que je peux suivre, oui. Après, les citer là comme ça, non. Il n'y a pas la possibilité de dire dans un cas général plutôt parce qu'il faut éviter, justement, il faut préserver Ouais, la c'est ça. confidentialité des affaires et donc c'est un peu C'est risqué. impossible. Donc on va essayer de passer à autre chose. Donc, et oui, il y a Stéphane qui me fait un petit signe qui dit attention, partagez sur tout le groupe, faites de la promotion sur vos pages perso et en même temps, n'hésitez pas à aller sur le site de Défendre les enfants pour aller imprimer tous les éléments de campagne, je dirais, pour nous faire connaître et pour afficher nos couleurs un petit peu partout où vous voulez. Moi, voilà, ça j'ai imprimé pour moi, je l'ai mis dans ma voiture et je le présente si jamais on m'aborde et qu'on a envie d'en parler. Donc, j'invite chacun à le faire. Alors, on continue. Il y a Rafou qui est assez actif. Alors, l'histoire d'un père qui a caché une mitraillette sous son lit, oui, mais bon, si jamais il se reconnaît, on prend un risque aussi. Ouais. Sinon, il y a Sarah qui dit c'est vrai que il y a un parent qui peut devenir fou. C'est vrai que c'est beaucoup de stress, de pression, c'est souvent violent après une séparation. Est-ce que tu as Ça manque été un petit peu. Ça manque On de. manque d'accompagnement, je pense. On manque d'accompagnement. Ouais. Là, pareil. Le but de l'association, c'est d'étudier un module de formation, de prévention. Ça veut dire, les jeunes adultes ne savent pas ce que c'est que la parentalité. Je pense que c'est ce que je disais, je pense tout à l'heure. Il serait intéressant quand même de les sensibiliser un maximum autour de ça. On ne sait pas ce que c'est que d'être parent et on sait encore moins ce que c'est que la séparation. Et le conflit de loyauté, c'est quelque chose que je voulais parler. C'est l'enfant, s'il y a une séparation parentale, on se doit de le protéger un maximum. Ça veut dire que même s'il y a un des deux parents qui a tendance à le dénigrer, à dénigrer l'autre parent devant l'enfant, si les deux s'y mettent, ils vont le détruire. Et nous, notre but, c'est à la fois de prévenir tout ça en pensant principalement à l'enfant. Bien sûr, je rappelle, pour tous les cas violence ou avérés, tout ce qui est inceste ou je ne sais, on peut pas cautionner tout ça, mais pour tout ce qui est des dossiers entre guillemets normaux, là par contre, voilà, il faut que ça évolue hein, dans l'intérêt de nos enfants vraiment. Qu'est-ce que Alors, il y c'est a. pareil. Oui, Vas-y. vas-y. Non, non, je disais, on cherche quelques sujets, donc on parle un petit peu de protéger les enfants, et là, il y a l'actualité qui nous rattrape. Alors, je ne sais pas si on a donné des idées un petit peu aux députés, mais il y a une commission qui va se mettre en place au niveau de l'Assemblée nationale pour parler des dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, par exemple. Est-ce que, ouais, est-ce que c'est peut-être pas un sujet qu'aborde ton association, mais on voit quand même qu'on parle beaucoup de la protection des enfants. C'est le thème principal de notre liste. Est-ce que tu peux te prononcer un petit peu dessus? Oui, je sais que ça existe, j'en suis conscient. Il y a vraiment des défaillances du côté de l'ASE. Après, nous, l'association Racine d'enfants, on n'est pas les plus calés sur le sujet. Je pense qu'il y a d'autres associations comme le droit du parent et de l'enfant qui saura davantage peut-être parler sur le sujet. Et oui, je sais qu'on est conscient qu'il y a des failles
de ce côté-là, il faut que ça évolue. C'est comme les enfants, les placements abusifs, on peut pas, on n'a pas le discours pour pouvoir bien le défendre comme il faut, si on peut dire, en restant transparent. Par contre, il y a d'autres associations qui sont en capacité de le faire, et dans ce cas-là, je préfère laisser la parole à ces associations-là. Je pense que c'est un travail d'équipe. La liste Défendre les enfants, c'est un ensemble d'associations et de citoyens lambda qui cherchent à aller dans le bon sens pour nos enfants. Donc, Oui, non, je c'est ne me ce qui prononce fait, pas. ouais. C'est ce qui fait notre force de 80 candidats, moitié hommes, moitié femmes dans notre liste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est en complémentarité. Il y a beaucoup d'associations. D'ailleurs, je vous invite à aller les découvrir sur le site. Et je vois que, par exemple, il y a Sarah qui fait les lives du vendredi soir, qui réagit. Merci à Sarah et bonjour à Sarah d'ailleurs. Il dit pour les médiations qui, j'espère, soient obligatoires avec sanction pour nos non-présentations, je pense qu'il faudra un psychologue et une assistante sociale et non faire appel à un service de médiation qui se déroule avec une personne lambda. Et Alors, oui, donc on essayait de préparer un petit peu l'émission. Donc je pense que votre association est là pour le dialogue, pour réparer un petit peu les dégâts qu'ont créé la séparation d'un couple. c'est ça. Après, voilà, le psychologue, l'assistante sociale, c'est bien, mais j'ai envie de dire, il y en a qui sont en forte capacité, c'est les éducateurs spécialisés. Je trouve qu'ils font un travail quand même assez remarquable au niveau le lien des parents, des enfants. Je pense qu'il y a une complémentarité, ouais, peut-être une équipe à créer, mais ça, c'est un travail qui doit se mûrir à plusieurs. C'est dans les projets de la éventuelle de la liste, j'imagine, si on reste comme ça. Après, nous, l'association, voilà, on est plus sur le dialogue, la sensibilisation, prévention dans tous les sens du terme et ouais, prévenir le danger si possible. Et donc, c'est pour la coparentalité, pour essayer d'équilibrer un petit peu les charges parentales entre tous les parents. Est-ce que tu peux expliquer ta démarche? Est-ce que c'est juste du dialogue ou est-ce qu'il y a autre chose de mis en place? Bah, c'est Ou est-ce que plein de c'est choses. aller rencontrer les élus, peut-être, j'imagine, ou aller faire des articles dans les médias ou essayer de passer dans les radios? C'est plein de choses à la fois. C'est voilà, c'est oui, c'est à la fois, ben, comme on dit, planter les arbres de la coparentalité. C'est rencontrer les élus. Ça fait partie aussi de notre but. Ça, c'est sensibiliser un maximum autour de nous. Encore une fois, ça touche tout corps d'État. La coparentalité, la corresponsabilité parentale, tout ça, ça touche tout corps d'État, quelle que soit sa religion, ses croyances, sa profession, son genre. Et oui, on sensibilise un maximum autour de ça. On fait de l'écoute, comme je disais, du soutien. Et après, on a fait une affiche dernièrement qu'on essaye de voir si on peut proposer au gouvernement, mais elle sera sûrement modifiée. On fait tout ce qu'on peut pour continuer à sensibiliser, comme d'autres associations le font sûrement à côté. Il faut continuer. Dans quelle région est située Racine d'Enfants? Le siège à Puylaurens, dans le Tarn, mais c'est une association nationale. On est maintenant 7 dans les bureaux. Et on est on est un peu partout en France en fait. Il y en a dans le sud, un peu dans l'est et un peu dans le nord-est pour le moment. Donc ça, ce n'est que les membres des bureaux. Hein. Et après, ouais, c'est une association nationale, quel que où soit le siège. On a pour projet aussi de monter d'autres antennes, mais ça c'est, on laisse il faut le temps pour bien faire les choses. D'accord. Alors, une autre question de Sarah. Où trouver ces éducateurs spécialisés? Dans quel contexte est-il intervenu? Des éducateurs spécialisés. On peut en connaître. On en a dans nos relations proches qui nous suivent, je pense. J'en ai un en tête. Je ne citerai peut-être pas son nom, mais éducateur spécialisé, on peut en trouver, je pense. Après, dans tous les cas, il faut monter un programme. C'est ce que vous êtes aussi à la fois en train de faire. Donc, en créant ce programme, peut-être en le présentant, là, on pourra avoir des moyens plus poussés pour aller au bout de nos buts, en fait. L'éducateur spécialisé, on trouvera un bénévole, c'est bien beau, mais à un moment donné, le bénévolat ne suffit pas, je pense. Donc, on verra plus tard. Mais...
Donc, vous étiez à Strasbourg en décembre. Qu'est-ce que vous avez fait à Strasbourg en décembre? Le 28 décembre, oui. Le 28 décembre, qu'est-ce qu'on faisait à Strasbourg? Donc, on a été manifesté devant la Cour européenne des droits de l'homme pour, toujours pareil, donner un petit peu de visibilité auprès des médias, tout ça. Et donc, on a été jusqu'à la place Kléber dans le but de toujours mettre en avant ce manque de résidence alternée, ces non-respect de la loi, les articles 8 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant, tous les articles qu'on peut énumérer, l'article 2002 pour la résidence alternée. Donc, on était toujours dans le but de sensibiliser au respect du droit des enfants. C'est une manifestation qui s'est passée sur quelques heures. On n'a pas été, on était une trentaine de personnes et on a été reçu quand même par quelques médias, ce qui a permis quand même de donner encore un petit peu de visibilité à la cause. Et je pense qu'il faut qu'on continue tous dans ce sens-là, à travers de petites actions. Nous, ce sera toujours pacifique et symbolique. On n'ira jamais dans les débordements ou dans des propos extrêmes ou genrés. On est dans le sens de l'égalité, si on peut dire, des genres. Donc, d'accord. On est très modéré. Ouais. Je vois sur le site, vous avez répertorié un petit peu les interventions des députés qui posaient des questions au garde des Sceaux pour faire évoluer la législation pour obtenir la résidence alternée. Alors, je vois par exemple le 30 avril 2023, Lise Magnier, Gérard Le Seul, Laurent Burgois, Sandra Boile. Est-ce que ce sont des personnes que vous avez rencontrées personnellement, avec qui vous avez échangé? De souvenirs, moi personnellement, je ne saurais pas le dire. Je suis arrivé, moi, à la deuxième marche. Donc tout ça, ça doit être peut-être du travail de la première marche. Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est qu'avec un échange, on a eu un député dernièrement. On a pu échanger avec un député dernièrement dans le Tarn. Il a écrit une question parlementaire. On l'a publié sur notre page Facebook Racine d'enfants. Et hop là. Et attends, du coup, tu m'as perdu. Je disais, excuse-moi. C'est les aléas du direct, c'est les enfants, voilà, c'est la liste des femmes des enfants. Alors, tu disais que tu avais rencontré un député dans le Tarn. Je sais pas, j'avais pas pu tellement deviner, mais je crois qu'il lui a fait poser une question au garde des Sceaux pour faire évoluer la législation dans le but de défendre la garde alternée. Est-ce que je me trompe? C'est à peu près ça, non? Voilà, c'est ça. Alors, ils ont re-questionné le garde des Sceaux autour de la coparentalité, oui, en tournant bien les mots, en expliquant un petit peu les chiffres qu'on avait aujourd'hui. Il s'avère que le garde des Sceaux a été très rapide cette fois-ci à répondre. Il a répondu dans le mois. Normalement, ils ont 2 mois pour répondre. Des fois, ils attendent le maximum. Bon, là, ça a été très rapide. Par contre, la réponse, elle a été tournée d'une certaine manière que, quelque part, il a raison. Mais en réalité, voilà, il ne fait pas face à la réalité. Et à la fin de cette question, on se rend compte qu'il dit « il n'y a pas matière à légiférer » ou je ne saurais plus sortir exactement la phrase. Mais on sent qu'il y a une certaine fermeture de ce côté-là. Et je pense que voilà, il faut continuer, parce que les députés, eux, savent très bien, ils sont citoyens, enfin, ils sont comme nous, ils sont des humains comme nous, ils peuvent être touchés. Donc, il faut continuer à sensibiliser, quelle que soit l'association où on est, faut continuer. Et c'est vrai que ça, on participe à côté à une petite campagne de sensibilisation en parallèle avec une autre association notamment. C'est important, il faut continuer de ce côté-là. On a une petite réaction de Nicolas du réseau Colin Bagnard, collectif Grue Jaune, et qui disait au sujet de la manifestation à Strasbourg qu'ils ont soutenu et suivi, il a une question. Pourquoi pensez-vous qu'il y a si peu d'impact au niveau des associations ou médiatiques alors que c'était une démarche très importante et qui, de fait, préparait cette campagne? C'est une question très compliquée, mais pourquoi? Vous pouvez être conscient des femmes des enfants.
Non, vous pouvez être conscient d'une chose, c'est que malheureusement, il y a peu de personnes, beaucoup de gens vont se plaindre de leur côté, mais peu seront mobilisés ou mobilisables. Après, chacun a ses plannings, tout ça. Mais on est conscient que les manifestations ne sont pas très... voilà, ça manque de monde. Ça pourrait même discréditer, mais on n'en parlera pas. En attendant, la meilleure solution pour réunir un maximum de monde, je pense que c'est diriger un maximum les gens sur la liste Défendre les enfants. Pour le moment, voilà. C'est, je pense, la stratégie la meilleure. Qu'on continue à fédérer à travers les associations. C'est vrai qu'à Strasbourg, on avait, j'avais oublié de les citer, J'aime mes deux parents. On avait aussi un membre, je crois, du collectif La Grue Jaune. Il faut qu'on arrive tous à plus ou moins fédérer, à travailler ensemble, même si on n'est pas tous sur les mêmes sujets. Tant qu'on reste autour du droit de l'enfant, normalement, ça ne devrait aller. Ok. Donc, il faut quand même continuer à rassembler au niveau local. Il faut reprendre les éléments de communication de la liste Défendre les enfants parce que déjà, c'est quand même une sacrée action que de regrouper tant que ça d'associations sur une même liste et 80 personnes. Et en plus, on est en surnombre. Si on se mettait tous, on serait peut-être 200 et peut-être qu'on sera 500 à vouloir être sur la liste d'ici le mois de juin. Donc, il y a encore, les inscriptions sont toujours ouvertes. Essayez de participer. Et plus on sera nombreux, et plus on aura de chances de se faire entendre. Alors, est-ce qu'on a de nouveaux commentaires? Papa, il y a des parents qui craquent, c'est dur à vivre, tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais là, quand même, on a un nouvel espoir avec les européennes. Donc, parlez de nous autour de nous, dès que vous avez une occasion dans un groupe d'aborder le sujet, parler de la liste Défendre les enfants. Donc, au rappel, il y a Gaël Cosmonier qui est en tête de liste. Le vote sera le 9 juin. Essayez d'avoir tous votre carte électorale, c'est ça qui permet d'aller voter, ou une carte d'identité si vous êtes inscrit sur la liste. Et après, on vous expliquera comment mettre le bulletin de la liste, parce qu'on n'aura pas forcément les bulletins dans tous les bureaux de vote, parce que c'est quand même un sacré budget. Alors, un autre commentaire. Ce que j'ai constaté, c'est que les associations et groupes locaux passent beaucoup de temps sur le soutien des parents et ont des difficultés à se montrer en représentation nationale et européenne. Et ben voilà, l'occasion se présente. Donc, on va se présenter, on va faire du bruit, on va faire parler de toutes ces situations où on se retrouve quand même blessé de voir les liens coupés entre les enfants et les parents. Et il ne faut pas rater ça, quoi. Il y a plein d'idées sur le site. Donc, je rappelle, il y a Facebook, il y a une page, il y a un groupe, il y a TikTok qui se développe, on va avoir Instagram, on va peut-être aller sur Twitch, il y a YouTube, il y a Twitter, on va essayer d'aller sur tous les réseaux. Et pour tous ceux qui ne sont pas trop réseaux sociaux, il y a toujours le site qui s'appelle défendre-les-enfants.fr où vous trouverez toutes les infos, où vous retrouverez, je me présente aussi parce que je suis colistier avec Alexandre Chastan. Donc, il y a Alexandre, il y a moi, il y a la moitié homme, moitié femme. Il y a Sarah qui était là tout à l'heure en commentaire et qui présente les autres lives. Et voilà. Et si tu veux rajouter quelque chose, si tu veux, Alexandre. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais faire un dernier message peut-être préventif pour tous les parents parce que souvent, quand on est contacté, on peut être contacté par des parents qui nous disent oui, mais moi, un tel se sert de notre image et affiche nos enfants en public alors que j'ai demandé que c'était pas, alors que j'ai refusé. Je tenais juste à faire un message de prévention à tous les parents. Faites attention, si vos dossiers sont déjà conflictuels, n'affichez pas vos enfants en public, visage découvert. Déjà, ça peut être repris pour des réseaux, je ne sais, X ou Y, donc c'est pas les protéger. Et en plus de ça, s'il n'y a pas l'accord de l'autre parent, je tiens quand même à le rappeler, c'est condamnable.
Ça veut dire que si vous faites face à quelqu'un de procédurier, il y a l'article 226-1 du Code pénal qui peut vous mettre en préjudice, enfin, ça peut vous porter préjudice. Donc, je tenais quand même à le rappeler, c'est super important. Il y a beaucoup qui font l'erreur et ça revient dans les dossiers. Donc, voilà, c'était pour moi, je crois, un message préventif pour les parents. Non, après. Si tu as l'air de connaître un petit peu les textes de loi, on a une question. Alors, la résidence alternée n'est-elle pas déjà inscrite dans les textes de loi? Alors, je ne sais pas si Bien tu sûr. sais, moi je suis. Ouais. Bien sûr. Et par ailleurs, Bien sur les difficultés parentales, pour ne pas également développer les projets de vie et la mise en avant de la résilience. Mais bien sûr. Mais en France, c'est ce qu'on dit. En France, toutes les lois existent. Seulement, elles ne sont pas respectées ou elles sont contournées. La loi pour la résidence alternée, c'est vrai qu'on sensibilise nos députés au travers d'une proposition de loi, mais en théorie, aujourd'hui, avec la loi de 2002, du 3 ou 4 mars 2002, qui a rentré la résidence alternée dans la législation, si je peux dire, ce n'est pas appliqué. Donc, oui, il y a tous les textes législatifs, mais ils ne sont pas appliqués. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être appuyer dessus, hein. En tout cas, il faut taper un peu plus fort sur la table pour montrer que oui, il y a un problème quelque part. On ne peut pas dire qu'on en veut à la justice, mais il y a un problème de justice. Est-ce que c'est un manque de moyens, de formation, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais oui, les textes existent. Où en est la dernière proposition de loi sur la résidence alternée? La dernière proposition de loi, alors attention, parce qu'il y a 2 propositions de loi pour la résidence alternée. La 21-308, qui a été discutée au Sénat, je crois, le 14 décembre dernier, si je ne me trompe pas, qui a été votée, mais largement modifiée avant avoir été votée. Ça veut dire qu'elle ne ressemble plus à rien par rapport à l'initiale. Cette loi va va être rediscutée. Maintenant, elle s'appelle 2002. C'est la loi 2002. Elle va être rediscutée à l'Assemblée nationale. Sauf qu'elle est totalement modifiée. Donc, l'intérêt serait de peut-être remettre un petit peu de corps au texte, un peu de texte comme il était avant, de sorte à ce que cette loi serve à quelque chose, cette proposition de loi. Parce que là, sinon, c'est brasser du vent. Il y a la loi 22-478 qui date, pareil, de la marche. Enfin, on était en train de marcher quand on a vu ça. 22-478. Celle-ci doit être discutée directement à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas de date non plus. Donc voilà. Voilà pour les propositions de loi, ce que je peux en dire. Merci. Donc, Réaction collective Rue Jaune, créée en 2013, réunissait pour ses premières manifestations au ministère de la Justice environ 25 associations. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes qui sont sur la liste, mais 25 associations, ça nous intéresse. Si on peut avoir la liste, histoire de encore fédérer. Mais rapidement, des soucis ont dispersé. Quels sont, selon vous, les objectifs communs à l'ensemble de ces mouvements pour les familles séparées ou confrontées à un placement? Pour les familles séparées ou confrontées à un placement. Bon, les placements, comme j'ai pu dire, on n'est pas en capacité encore de défendre le sujet. Je pense qu'il y a d'autres associations qui seront en meilleure capacité que nous. Les familles séparées, ouais. Essayer de renouer le contact, mais ça, c'est au début qu'on peut intervenir. Après, souvent, ça devient très compliqué. Sinon, moi, si je peux m'exprimer au nom de la liste, les objectifs communs à l'ensemble des associations, c'est assez simple. En fin de compte, il est dans le nom de la liste, c'est défendre les enfants. Donc, notre intérêt en premier, c'est de défendre les enfants. C'est pas d'essayer de dire, voilà, un tel ou un tel a fait ci ou a fait ça, ou de dire ce fonctionnement des institutions. C'est les enfants en premier lieu qu'on défend sur la liste. Donc, on va essayer de travailler avec un maximum de monde. Et je pense que si on veut gagner, il faut fédérer au maximum et travailler avec tout le monde, en fin de compte, quoi. C'est ça, c'est essayer d'être le plus nombreux possible pour peser le 9 juin. Voilà. Tout à fait. La complémentarité, pour te compléter, c'est ça. Chacune des associations, de la vie est complémentaire à la lutte dès lors que c'est autour du droit de l'enfant, forcément. Très bien. Pour les 25 associations, et je serais bien curieux. 2013, j'étais pas loin d'être dans ce mouvement-là. Mais ouais, je serais bien curieux de voir toutes les associations qu'il y avait avant.
Alors, dans le droit national européen ou même mondial, il y a systématiquement destruction au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'autorité parentale qui isole l'un des parents, voire les deux. Comment améliorer cet antagonisme systématique? Eh ben, en militant, en disant que voilà, nous avons un programme politique et justement, on va rentrer dans faire des propositions et je crois que la solution, on espère, sera politique, c'est-à-dire même si on n'a pas, je pense que déjà les sondages ne sont ça va être difficile de percer, mais on fera quand même, j'espère, suffisamment de bruit médiatiquement pour essayer de faire évoluer la législation. Je pense que c'est justement c'est ce but commun-là, c'est de protéger l'enfant, de dire voilà, on n'en parle pas assez, donc on a décidé de mettre le sujet sur la table. Si tu veux rajouter quelque chose, Alexandre. Quelque chose, non, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quelque chose que on entend souvent dans les bas de jugement. C'est vrai que assez souvent, je dis, j'aimerais bien qu'on stipule un peu mieux l'intérêt de l'enfant. Hein. Parfois, enfin, il y a des jugements, c'est juste incroyable. On voit des choses pas cohérentes. Donc, ouais, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être un peu mieux justifié, peut-être. Ah, on va voir les 24 associations données par Fabrice Joudiou. Je reviens sur le projet de vie. Pourquoi ne pas l'inscrire afin de mettre en avant les capacités parentales? Oui, écrire un projet de vie pour, ce serait quoi? Pour les enfants ou pour les parents après une séparation? Ouais, Pourquoi c'est pas? ça. C'est une idée, Non, ça? c'est Fabrice Joudio. En tout cas, oui, le projet de Oui. vie, c'est quelque chose, c'est pareil. Quand j'ai des parents qui sont un peu perdus au téléphone, selon, je les redirige assez facilement sur Fabrice. Parce que c'est vrai qu'il a un concept assez fort pour aider les gens à la fois à construire leur dossier. Alors, il ne va pas le faire pour eux. Hein. Par contre, il va leur donner un peu comment faire. Et j'avoue que le projet de vie, c'est un support qui montre à quel point on est capable de s'occuper de l'enfant. C'est-à-dire, on demande ce qu'on demande au juge, mais il faut justifier, on va dire faire un planning en disant, moi, mon enfant, quand je vous demande ça, mais je vais m'en occuper de telle manière. On est obligé de justifier un petit peu, et le projet de vie, je pense que c'est un gros support. Encore faut-il que les avocats acceptent de déteinter dessus ou de l'utiliser pour le dossier. Mais c'est un très bon projet, ce qu'il fait, c'est certain. Oui, bah, s'il veut nous rejoindre en live, mais je ne sais pas comment il faudrait qu'il m'envoie un message sur Messenger et s'exprimer. C'est une idée très intéressante. Alors, les associations, il y avait SVP Papa, EACEP, FMCP. Voilà, donc il les connaît un petit peu. Et il rajoute, oui, le projet de vie est ultra important, mais il faudrait le mettre en avant. Alors là, Ouais. moi, je trouve que c'est une super idée. Si je veux bien faire un live avec lui pour qu'il nous en parle un petit peu plus. Ah oui, 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 tu vas voir que ouais, ça sera intéressant. Bien. Et oui, le projet de vie, je pense qu'il faudrait l'inclure, ouais, le projet de vie dans le concept de base. Bien, on a fait 3 quarts d'heure d'émission. C'est déjà pas mal pour un dimanche après-midi, surtout que le soleil revient. Donc, c'est vrai que c'est difficile peut-être des fois d'attirer beaucoup de monde, de faire réagir les intervenants, pas les auditeurs. Je vous rappelle quand même qu'il faut continuer à parler de nous. Donc, vous allez chercher les éléments de communication qui sont sur le site. Je vous le remonte. Voilà, c'est la petite affiche pour l'instant. Donc, défendre les enfants sur le site défendre-les-enfants.fr. Et voilà, j'ai une petite réaction. En fait, quelles que soient les associations, ce problème avait été médiatisé par une carte des manifestations sur réseau Colin Bagnard. Donc voilà, on pourra trouver quelques références et quelques noms d'associations. Donc on aura encore un live. Je pense qu'il y a Stéphane qui fait des interventions régulières sur la radio RLP. Et on trouvera peut-être d'ici dimanche prochain et les dimanches suivants jusqu'au scrutin un nouveau colistier.
Donc, il y aura aussi, tiens, quand je vois parler de cartes, et on va faire une carte qui représente, qui situe un petit peu tous les candidats de la liste et qu'on mettra en ligne d'ici peu, où on pourra justement, des fois, c'est pas forcément évident pour tout le monde de communiquer par réseaux sociaux, ça fait du bien de se rencontrer en présentiel et on pourra donc aller retrouver quelques candidats ou quelques associations. On vous mettra de plus en plus d'infos et on va continuer à parler et à faire savoir qu'on existe et sûrement passer dans les médias. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de dimanche, une bonne fin de week-end et merci Alexandre pour ton intervention. Merci à toi, merci et bon week-end à vous et tous ensemble avec Gaël pour soutenir la liste des droits défendre les enfants. Allez, bon week-end. Au revoir.